Euh, je vais faire une communication très conceptuelle, inspirée en partie, en tous les cas, de l'œuvre de François Paré, que je considère à la fois importante et tout à fait originale. Il est assez rare d'entendre un professeur vous dire « j'en avais marre de répéter les littératures de l'exiguïté », je dirais que pour moi c'est tout un hommage et puis c'est tout un enseignement pour vous que d'avoir un professeur et un chercheur dont la pensée est à la fois vive, originale et qui se situe sans cliché hors des sentiers battus. Ce sera une communication très conceptuelle, hyper conceptuelle, tentant de réfléchir aux relations entre exiguïté et mobilité. Nous rêvons de refuges, de lieux qui permettent au sujet de trouver une manière d'être à son aise. Dans cette description des faits et gestes de la vie quotidienne, c'est l'idiosyncrasie du sujet, sa manière d'être, qui voit le jour. Être soi, revendiquer la plénitude du soi, affirmer contre les autres que l'on est soi, faire entendre avec avidité que la capsule du soi est une manière de vivre mieux, n'est-ce pas l'une de ces caractéristiques de la vie présente? Le selfie en étant, je dirais, un exemple assez net. L'exil, si on accepte de décomposer cette expression en deux temps, l'ex, comme nous pouvons parler par exemple de l'expulsion, se constitue, c'est un fantasme linguistique, bien sûr, dans sa relation à la troisième personne du singulier, la non-personne au sens où l'entendait autrefois Émile Benveniste. Un ex-il, en somme, si l'on permet ce jeu de mots avec la langue française, fait référence à un acte d'expulsion, de projection hors de soi de cette personne, comme si les attributs de l'énonciation personnelle, du devenir sujet, sa plénitude, notre fantasme contemporain, étaient stoppés net. Être en exil, c'est donc se retrouver d'une certaine manière, au contraire du lieu commun, incarcéré en tous les cas, pris dans les raies, dans les mailles du langage, toujours. Y aurait-il dès lors dans l'exiguïté une forme de qualité qui est propre à cet exil, à cette non-personne, l'exil, qui dans l'exercice de la relégation ne trouve plus rien à dire, puisqu'il s'agit d'un exil et non pas d'un ex-je. Si cette perspective devait être retenue, elle se traduirait par un aspect sans doute prévisible, car il y a dans l'exil, François Paré en parlait tout à l'heure, une logique narrative qui fait référence, comme en témoigne le grand penseur états-unien d'origine palestinienne, à l'exil entrevu comme clôture de l'énonciation, comme représentation de l'espace et du temps, qui, malgré la complétude et l'amplitude de l'exil, empêche de vivre. Exil, pouvons-nous suggérer, est la déclinaison de cette tragédie que représente la difficulté de vivre en un monde où la possibilité d'être, je dis bien la possibilité d'être, bute sur une discontinuité, celle de l'exil. Bien des propos ont valorisé à demeure l'exil comme fabrique de la culture. Le post-exil, le néo-exil, toute formulation, et vous m'excuserez, les plus inutiles les unes que les autres, du moins dans l'aspect éditorial du propos, c'est ce que j'entends, qui semble faire valoir que l'espace contemporain exprime la nécessité de segmenter à outrance l'exil en ses diverses composantes, comme si l'exil répétait le drame d'une parole qui ne sait plus comment se situer dans le monde, si ce n'est sous l'aspect d'un passage toujours renouvelé qui inaugure en effet l'exil. Dans cette perspective, celle d'une réflexion sur l'exil, l'horizontalité, l'horizon, comme forme narrative, convient bien à l'exil. Il faut de l'espace, en somme de l'immensité, pour que l'exil acquiert le statut de non-personne, exil. Cela ne se dit pas au jeu de l'énonciation personnelle. Un exil, si l'on s'en tient au mode intellectuel, au bout du jour, se doit en effet, je fais partie de ces énonciateurs, d'être parlé, d'être dit dans une grammaticalité anonyme, comme si l'exil, du fait d'une posture intellectuelle, dont il faudra analyser les tenants et aboutissants, se constituait en un inachèvement
Donc, l'aspect impersonnel, encore une fois, cet exil qui n'est pas un ex-je, se doit d'être réclamé. Il est à la mode de parler d'exil. On parlait de Kenneth White tout à l'heure, mais bon, les exemples sont nombreux. Parler d'exil, cela suppose, en un premier temps, si l'on aborde ce sujet même qu'est l'exil, l'illusion du mouvement, de la mobilité, du déplacement, peut-être l'exiluité, la possibilité de changer de lieu malgré tout. Car l'exil, on peut l'imaginer ainsi, implique de pouvoir, à la manière d'un agent double, changer d'état, de costume, parfois de langue, certainement de patrie, quelquefois de physionomie, changer d'identité, donc. En fait, ce discours, nous l'entendons depuis si longtemps qu'il est devenu une marque de commerce intellectuel. Si l'identité ne convient pas, il suffit d'en choisir une autre. Si ces identités ne nous satisfont pas, il suffira de convoquer une pluralité d'identités. Et pourquoi pas un bouquet d'identités, toute forme d'éclosion du soi, de son émergence, de son avènement, grâce à l'exil, bien plus que contre lui. Donc l'exil euphorique, nouvelle forme d'addiction intellectuelle chez les bien assis. Dans nos façons de vivre et de penser, l'exil est devenu une manière de réfléchir à ce que l'on nommait, il n'y a pas si longtemps, la culture, mais avec le C majuscule. Certes, les figures de l'exil, chez un Walter Benjamin, un Stefan Zweig, un Freud, par exemple, ont traduit dans la pensée européenne la tragédie d'une culture dont l'universalisme était battu en brèche. Mais de cet universalisme, aujourd'hui, ne reste somme toute que le mondialisme, ce qui représente une pensée rabaissée, en quelque sorte diminuée, une manière d'envisager la culture moins comme l'expression de cette tragédie de l'exil chez Zweig, par exemple, que sous l'aspect éclaté d'identité plurielle. Poursuivons dans cette veine la déconstruction des identités, en mesure de pouvoir être défaite, démontée, puis remontée, rappelle l'exercice pseudo-philosophique d'un mécanicien des systèmes de pensée. Or, cet exil d'autrefois n'existe plus. Il a été remplacé au fil du temps, c'est notre temps contemporain, par le principe d'une coïncidence folle du temps présent avec un presque passé. Ce qu'Hartog nomme un présentisme, tout le contraire de cette passéité qu'entrevoyait autrefois le philosophe Vladimir Yankelevitch à propos de la nostalgie. Il n'y a plus de nostos, de regret, encore moins de déception. Il n'y a plus, si l'on poursuit cette réflexion, de mélancolie qui reposerait sur un objet psychique primitif, à la fois enraciné et indéracinable, une véritable maladie de l'âme, expression du psychanalyste Grodek, comme on pouvait l'envisager chez ce psychanalyste, mais encore une fois chez Zweig. Si l'exil laisse entendre en son aspect violent un fondement traumatique, pour reprendre un autre mot à la mode, il convient de constater à l'ère des identités minuscules que cet exil, dans sa démesure horizontale, a laissé place à un espace qui est celui, c'est le sens de ma communication d'aujourd'hui, de la contiguïté et de l'exiguïté, deux formes de pensée qui, dans leur configuration séquentielle, ne sont pas si éloignées l'un de l'autre. La contiguïté met en relief, cumule, compose en somme une cartographie, un espace de sens. La contiguïté, parce qu'elle est une pensée adjonctive, semble en mesure, par le biais d'un processus qui vise la construction d'une figure complète, d'autres diraient totalisante, de former un système. La contiguïté, c'est à sa manière, comme j'ai tenté de le faire dans les braconnages identitaires, c'est à sa manière un espace de sens qui fait intervenir la possibilité d'un conflit. Qui dit contiguïté dit territoire, dit frontière, dit espace limitrophe, dit possible traversée et possible interdiction de séjour. La contiguïté suppose donc un territoire qui fait jouer des balises, des espaces limitrophes, en tous les cas un signifiant de démarcation, un tracé, grâce auquel cette dite contiguïté pourra, le cas échéant, se contracter, ce qui conduit à une mise en scène du même, la fermeture des frontières par exemple, alors que cette contiguïté, si on l'envisage sous un autre jour, peut s'évaser, se déplacer, se déraciner. Les conflits naissent de contiguïtés qui sont mal agencées la plupart du temps, dans la vie sociale comme dans la vie personnelle. Une intimité fait mal, impose une rupture de la proximité, ce savoir-vivre qui met en séquence les différences de l'un et de l'autre. La contiguïté, c'est aussi, ne l'oublions pas, la formulation de l'esprit, tel qu'il existe dans son expression première, la pensée, chez le savant, chez l'intellectuel, chez le créateur, l'indéracinable désir de complétude
dans la pensée, d'adjonction de toutes les pensées, dans un esprit de système qui est souvent création, mais qui est le plus souvent névrose. Pour qu'il y ait de l'exil, il doit y avoir de plus un autochtone, et non pas un Amérindien, un autochtone, mais il y a toujours un Amérindien sous l'autochtone, en Amérique du Nord. Un sujet qui se réclame l'énonciateur d'une unité. Pour que la contiguïté existe comme processus, pour qu'il y ait séquençage de la contiguïté, il faut qu'une pièce s'ajoute à l'autre dans une opération qui consiste à tracer un espace de sens. En somme, la contiguïté requiert, à titre de figure, qu'il y ait de la complétude et du non achevé. C'est dans cette mise en relation de l'autochtonie et de l'unité, de l'étranger et de la différence, qu'une pensée de l'exil peut advenir. Ainsi, la contiguïté complique l'exercice de l'exil, qu'il n'est plus possible désormais d'entrevoir comme simple expression de la distance, de l'incommensurable distance que représente la nostalgie du pays, du domaine familier, qui, chez les romantiques allemands, par exemple, forme cette douleur, celle du nostos, cette blessure d'âme, qui impose au sujet le drame de la défamiliarisation, ou, si l'on veut, de la dépersonnalisation. Alors, la signification de l'exil devient babile, logorée, glossolalie, comme chez Artaud, délire, car elle témoigne en effet d'une résistance du sujet à l'égard de ce qui, dans sa quête d'être, contrevient au principe de l'autochtonie envisagée comme siège d'une pensée originaire. Si l'on poursuit dans cette voie, la contiguïté des identités minuscules est une manière de retisser les coutures de l'exil. Ces identités minuscules qui sont peut-être nos façons de penser le pluralisme culturel. Ces identités minuscules sont peut-être des façons de retisser les coutures de l'exil, mais aussi de l'invalider en quelque sorte, comme si la familiarité d'un territoire recomposé pouvait, par exemple, mettre un terme aux angoisses archaïques de la perte, de la dissociation, de la défamiliarisation, de la dépersonnalisation. François Barré parlait tout à l'heure de la séparation. Il y a séparation, il y a dépersonnalisation, il y a défamiliarisation. Tout ce que je veux dire en une phrase, c'est que nous ne pensons plus, ne voulons plus penser dans l'exil cette séparation, défamiliarisation, et trouvons toutes sortes de stratagèmes esthétiques les plus séduisants les uns que les autres pour penser à un exil qui n'en est pas un, mais qui est une sorte de déambulation dans un monde post-exilique. Contre l'exil, il conviendra alors de faire intervenir, comme c'est la mode, des micro-exils, des implosions subites d'identité, que l'on conjugue à l'ère du pluralisme, comme si ces micro-exils, ces révolutions minuscules de la pensée, pouvaient permettre de concevoir cette fois un exercice dans lequel la sanction tragique de l'exil envisagée comme distance et défamiliarisation laisse place, cette fois, au territoire de l'exiguïté. Les exils contemporains se veulent la découverte que représente l'acte de briser toute relation de contiguïté avec l'espace natal. On peut avancer, mais c'est vraiment une intuition, que le rapport au natal et au maternel fait aussi partie, je dirais, des grands refoulés de l'époque présente et de la difficulté à se corporéiser dans une relation à la mère, à un enracinement qui ne soit pas perçu uniquement, du moins chez les intellectuels, comme un discours réactionnaire. Ainsi, les exils contemporains se veulent des gestes de rupture, mais minuscules. En somme, comme le disait autrefois, mais en d'autres mots, un Deleuze, un Guattari à propos de la déterritorialisation. Or, cette dernière, la dite déterritorialisation, nous oblige tout de même à circonscrire en un acte obstiné un territoire, qu'il s'agit bien sûr de rendre infime, comme si le territoire devenait une opération qui désenclave, ouvre les potentialités du territoire en son aspect inachevé. Déterritorialiser, c'est en finir avec le territoire. C'est la littérature mineure chez Kafka. C'est du moins ce que l'on disait à l'époque, chez Deleuze et Guattari, et le propos n'était certes pas faux, à cette différence près qu'il était envisageable, il n'y a pas si longtemps, de dire que l'on fragmente, que l'on morcelle le territoire, que l'on ouvre ce dernier à la démesure de son potentiel. Il y avait donc du territoire, il y avait aussi le désir du territoire. Au Québec, on parlait des territoires imaginaires de la culture au cours des années 70. Cela ne faisait pas de doute. Mais aujourd'hui, c'est autre chose.
l'exil, l'exiluité, semble faire référence à la fois à la simulation des identités, au pluralisme factice des identités, mais à cette autre chose, à tous ceux qui ont peine à trouver une place où vivre, qui se perçoivent constamment en proie à la disparition, à l'angoisse de disparition, au sentiment que cette expression d'une complétude du territoire est un fait d'exception. Ce n'est certainement pas un hasard si, depuis une dizaine d'années, beaucoup de recherches portent, par exemple, à propos des Autochtones, sur le statut administratif et juridique et colonial des réserves, si l'on traite de plus en plus des espaces publics dans le discours littéraire, si l'on travaille de plus en plus les représentations et figures de l'itinérance ou d'une précarité qui est celle de l'exil vécu dans la ville. Mais s'agit-il de l'exil? Je n'ai pas assez de lieu, je n'arrive pas à respirer, ma déclamation asthmatique ne cesse de brûler ma gorge, je ne cesse de trembler face aux mots que je voudrais dire, mais qui luttent encore une fois sur la difficulté d'être de sujets qui sont en proie au territoire, effrayés par ce dernier. Telle serait la plainte de ceux que je nomme les exilus, ces êtres malmenés par un espace rapetissé. Rappelons-nous à ce sujet le propos de François Paris qui écrit ceci d'important, comme toujours. Cet exil, je le cite, cet exil que l'on attribue à Anne Hébert ou à Suzanne Jacob, par exemple, est avant tout un lieu idéologique qui permet d'interpréter, sur le plan de l'acte d'écriture, la prégnance de la question des rapports avec l'autre et l'ailleurs. L'exil, c'est le visage littéraire de notre existence, emprunté dans l'espace de notre sursis, j'insiste sur ce mot, dans le discours des cultures hégémoniques. Ainsi dira-t-on des écrivains franco-ontariens récemment installés au Québec, Gaston Tremblay, Patrice Desbiens, Jean-Marie Dalpé, parmi d'autres, qu'ils sont en exil par rapport à leur propre culture d'origine. Pour le Québec, ce même exil se reporte sur la France. Il ne peut être qu'en France. L'écrivain vagabonde, dans les rues de Paris comme dans celles de Montréal, l'écrivain vagabonde, fin de citation, page 91. L'écrivain vagabonde fuit, il n'est pas à sa place. Pour qu'il puisse vivre, il lui faut l'élément d'une métaphore, d'un passage, d'un transport, ce qui implique dans la pensée de la contiguïté des rebonds et des sauts, des manières de franchir les espaces qui ne sont pas agencés de façon séquentielle. D'une certaine manière, l'écrivain est celui qui tente d'échapper à ce monde trop bien agencé, je dirais trop bien jointé, qui est celui d'un territoire de la contiguïté qui se constitue donc par pièces rapportées du territoire de manière à créer un puzzle. À ce sujet, Antonin Artaud décrit le territoire, il pourrait décrire l'exiguïté du territoire, par exemple dans ses écrits consacrés aux Tarahumaras, aux Indiens Tarahumaras, ce qui l'oblige à adopter, je le dirais de manière cursive, au prix d'une forme de costume colonial qu'il endosse sans difficulté apparente, ce qui l'oblige donc à adopter une restriction, un enfermement, un claustrum à propos duquel le droit de vivre est mis en cause. D'une certaine manière, Artaud est l'homme des exils ratés, toujours puisqu'il quitte et revient toujours à l'asile. Il y a là quelque chose de profondément contemporain. Au sujet des scénarios idylliques de l'exil, qui n'est certes pas présent dans l'œuvre d'Artaud, scénario idyllique comme si ce dernier représentait à nos yeux une fuite en avant, la possibilité de recommencer sa vie, l'idée que tout peut être repris, aménagé de nouveau en une forme inédite. Il faut opposer ceux, celles, qui, dans leur pensée, comme dans leur vie, se sentent à l'étroit, les êtres de l'exiguïté. En toute chose, ils ont la certitude d'être soumis à un espace qui les contraint, car le fait de vivre les plonge, pour une raison que l'on ignore, dans un univers où ils éprouvent sans doute plus que d'autres le sentiment d'une tension, mais souvent d'une tension sans objet. On a ça chez Patrice Desbiens, on a ça chez Dostoïevski. C'est-à-dire ce dont on parlait François tout à l'heure à propos d'un masochisme, et probablement quelque chose de profondément inscrit dans la trame du territoire, d'une souffrance qui est inscrite dans la trame du territoire, qui est celle d'une contention sans objet, apparent. Dans la définition euphorique de l'exil, il y a de l'espace, pas savoir quoi en faire, un panorama, un horizon, une horizontalité, un regard à perte de vue, qui offre la possibilité de conquérir de nouveaux mondes. Les aspects les plus saillants des conquêtes coloniales, ces explorations et plongées dans la perception de mondes qui nous semblent inconnus et donc exotiques, correspondent en effet à une mise en scène de l'exil, qui est entrevue comme une nouvelle forme de connaissance, cette fois l'expression d'une curiosité infantile qui alimente cette connaissance
ainsi que la psychanalyse au moins depuis Mélanie Klein, nous l'enseigne au sujet de ce que Klein appelle la dite pulsion épistémophilique, c'est-à-dire la curiosité infantile qui est toujours d'origine sexuelle. C'est d'où viennent les enfants, papa et maman. Mon propos tient à autre chose. Tout à l'heure, je faisais valoir qu'il y avait en ce bas monde les êtres de l'exiguïté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui heurtent sans cesse et qui heurtent sans cesse les formes étanches d'un monde qui, dans sa constitution, contraint, étouffe, quelquefois, ramène le sujet au sentiment de ne pas avoir assez d'air, d'espace, de liberté, ce qui traduit par ailleurs, je le dirais de manière rapide, la définition du claustrum tel que je la retiens à la suite des travaux d'un très grand psychanalyste que fut Donald Meltzer, qui a beaucoup travaillé sur les relations entre les organisations phobiques et autistiques. Et d'une certaine manière, ce que je tente de vous dire, c'est que nous sommes à la fois, comment dire, condamnés à vivre dans une liberté qui nous fait voir, je dirais, l'amplitude de nos exils minuscules, par le biais de tout ça, les réseaux sociaux, la possibilité de filer comme si nous étions totalement fluides, et nous sommes au même moment soumis à des scénarios de contention qui sont totalement intériorisés. François parlait tout à l'heure de la frontière états-unienne, ben, elle est là, un discours sécuritaire, il est là. Rogers qui a plus d'informations qu'il n'en a besoin sur des aspects qui sont ceux de notre droit à la vie privée, Target qui tout d'un coup se retrouve avec 30 millions de dossiers où des informations diverses sont stockées, Facebook où vous êtes constamment, et moi aussi, voilà. Alors, c'est notre espace. Ainsi donc, ne pas avoir d'espace, c'est se retrancher, ainsi que le définissait Meltzer à propos de l'univers phobique, mais aussi abject, contre-phobique, du corps réduit à sa plus simple expression. Un mécanisme pulsionnel qui, par le biais d'une excitation sexuelle en boucle, auto-érotique, condamne le sujet à répéter les mêmes pensées, les mêmes actes, à la poursuite d'un désir dont on dira pour l'instant qu'il se manifeste à l'état pur. Moi, tout à l'heure, j'étais sur mon... Non, je peux être 300 fois, 400 fois. J'exagère à peine sur ce petit bidule pour répondre à toutes sortes de courriels qui sont ces expressions sublimées d'un mécanisme pulsionnel en boucle auto-érotique qui est celui d'une compulsion, d'une véritable compulsion qui se traduit par un manque d'espace, le petit cadre ici, mais en même temps l'illusion d'une amplitude. Qu'y a-t-il derrière? Ben, c'est le monde. Voilà. Un désir qui se manifeste à l'état pur, ici, dans la relation à l'espace, un fantasme évidemment, mais existe-t-il une telle chose qu'un désir à l'état pur? On peut en douter. Vous voyez, ça sonne, il faudrait que je réponde. Le désir est toujours embusqué. Il est soumis à cette exiguïté qui est celle du corps propre, que l'on considérera bien trop vite comme une maison, un lieu habitable, François, un refuge, un lieu habité, qui s'ouvre en effet sur le monde de l'inconscient. Le désir, si l'on poursuit cette description, serait l'aménagement de cette petite maison, de ce refuge. En fait, c'est mon rêve, bien sûr. C'est mon rêve personnel. Mais est-ce possible? Pourtant, il faut comprendre, dans la suite des propos de François Paré, tel que j'interprète cette pensée, je m'autorise d'interpréter sa pensée, puisque c'est une grande pensée que l'on peut interpréter, que cette exiguïté, au lieu d'être une forme de retour au pays natal, se veut l'expression d'une contrainte, dans l'expression souvent douloureuse du pays natal, tel qu'un Naïpol, par exemple, a pu la saisir mieux que d'autres écrivains. Il n'y a pas de retour possible. Chez Naïpol, ainsi, l'écriture est toujours exiguïté, elle est toujours phobie, elle est toujours contre-phobie, c'est-à-dire tentative de conquérir l'espace parce qu'on est phobique. Elle est l'expression de la mise en scène du sujet colonial, qui, dans le rétrécissement de son être, la dimension caricaturale de sa mimicry, ainsi que l'entend Naïpol lui-même, ne peut arriver quoi qu'il fasse à s'émanciper. En d'autres termes, l'exiguïté, si on la prend au sérieux, nous renvoie hors tout fantasme de complétude, à la petitesse, au rétrécissement, certainement au masochisme, à ces formes du bas monde, du claustrum, de l'en-deçà, donc au sens baptisnien, je dirais, du corporel et du déjecté, qui empêche le sujet d'accéder, comme il le voudrait pourtant, à une demeure qui est celle du haut langage, de l'expression noble, du propos rare et maniéré. Saint-Jean-Pierre, c'est grand poète, mais en même temps, c'est le haut monde, d'une certaine manière, qui est toujours présent. L'exil, on l'a vu, donc la conjugaison d'une distance,
un espace, d'une durée, un temps, qui forme la tragédie de la pensée, qui est condamnée, je crois que c'est un dénominateur commun à beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'exil, condamnée à la défamiliarisation ou à la dépersonnalisation. Mais nous vivons des temps étranges, ce qui autrefois semblait une découverte majeure, le clivage du sujet. Freud disait que c'était finalement le matériau premier de la psychose, des choses quand même graves, la paranoïa, comme Freud en fit la découverte, de même qu'il comprit ce Freud l'aspect essentiel de la compulsion de répétition, puis du travail du négatif, comme on le dirait aujourd'hui à propos de la pulsion de mort, ce clivage a laissé place à une banalisation du clivage. Le clivage du moi est devenu d'une certaine façon un fait anecdotique, une sorte de continuation du syndrome d'Asperger, comme si l'exigence d'être clivé, dissocié, coupé d'une partie de soi, mais à laquelle impliquait de la part de tous les sujets l'obligation de se scinder, de vivre en quelque sorte par disparité, ce qui, de l'ère du clone, et peut-être du clown, semble être un trait de société. Plus d'exil, avec tiret, plus d'ex-il, donc, pas de conflit intérieur, de mise en scène de l'intime dans le théâtre de l'inconscient. Ces expressions sont vieillottes. Il ne faut plus en parler, probablement aussi conservatrices. Elles sont désuètes en tous les cas, et les territoires de la contiguïté représentent pour notre pensée l'expression de microcultures, de révolutions minuscules de la pensée, qui font des collectivités minoritaires, par exemple le Québec, à la fois majoritaire, minoritaire ne l'étant pas, majoritaire ne voulant pas l'assumer, l'épisode de la charte, intéressant, hein, où toutes les postures sont adoptées constamment dans un théâtre social. Alors, où joue la dissemblance de l'expression dans un pluralisme maladroit, façonné et malmené à chaque fois, qui ose concurrencer un universalisme, la Charte des valeurs québécoises, sans universalité. Contre l'exil domine l'idée d'une contiguïté de mondes parallèles, et cependant synchrones, d'univers qui s'ignore et en même temps communique. Dans ce clivage de la pensée, de la disparité de la pensée, ainsi séparée comme en une forme de partogénèse intellectuelle, émerge un désir de rupture, mais sans violence, un silence qui devient une parole vaine, un autisme. À ce sujet, François Paré écrit, et je m'excuse auprès des autistes qui sont présents dans cette salle, à ce sujet, François Paré écrit, et je le cite, « Certes, l'écriture et la pratique de l'art entraînent inévitablement une libération de l'espace. Par là, le créateur lutte à mort contre l'exiguïté, contre l'étouffement, c'est de ça dont je parle depuis le début, contre le silence. » Fin de citation. Aux yeux de François Paré, cette exiguïté est le signe d'une petite culture, voire de petites cultures qui, dans les conditions d'exiguïté culturelle extrême, sont en quelque sorte interdites d'historicité, souffrent, si l'on poursuit dans cette veine d'une symbolisation problématique de leurs inscriptions dans le monde. François Paré écrira à ce sujet dans les littératures de l'exiguïté, je le cite, « Plus une petite, en italique, s'interprète comme menacée dans son existence, plus elle aura tendance à se ritualiser et à se sacraliser. Les signes de ce glissement sont remarquablement évidents. Sacralisation des auteurs et de certains textes fondateurs, verbalisation rituelle de l'acte d'écriture, production d'un discours absolu, recherche de pratiques rédemptrices et formation d'une communauté sacralisée des lecteurs et des lectrices. » Fin de citation, page 67. Pour conclure, d'une certaine manière, il faut à ce sujet quitter le domaine d'une idéologie, de la prise de parole, de l'expression et de la déclamation, c'est-à-dire dire son exil intérieur, son exil personnel, dire son exil communautaire. Il faut quitter ce domaine de l'expression et de la déclamation par le biais d'une prise de parole qui fait intervenir l'idée d'une éloquence, celle du minoritaire, nouvel exotique, qui a droit de citer. Il a droit de citer, mais l'exotisme ne devrait pas avoir droit de citer. Et la pédagogie de l'exotisme ne devrait pas avoir droit de citer dans les institutions universitaires. N'entendons-nous pas, de la part des institutions de sens, dont l'université, de la littérature d'ailleurs aux réseaux sociaux, cette exigence de la proclamation du sujet minoritaire, de manière à ce qu'il puisse se composer en une forme spontanée, comme si le surgissement, cette appropriation de la parole, mais ce terme ici est simpliste, impliquait de rechef l'idée d'une constitution de soi, en l'absence de tout conflit, de toute tension, de toute contradiction, voire de toute ambiguïté. Je suis, moi, le minoritaire. Dans cette véritable liturgie de la parole, ainsi que l'entrevoyait autrefois Michel Le Certeau, un conflit oppose la casemate du sens, la forteresse du pouvoir et la parole de la multitude des sans-voix, des sans-logis, des itinérants, des sujets qui sont désappropriés de tout droit à l'expression. Mais n'y a-t-il pas, comme j'ai pu le faire valoir en d'autres contextes, un discours romantique qui, au nom de la condition du subalterne,
entend jouer à la fois la carte de l'expression éloquente, celle du pouvoir et de la mise en scène du minoritaire. N'y a-t-il pas, sur ces questions, l'expression d'une contradiction, à tout le moins d'une ambiguïté, comme si le sujet de la prise de parole se voulait à la fois dévalué et autoritaire, exploité, spolié et capable, par ailleurs, de faire valoir la rigueur de son propos. C'est une forme de masochisme moral, voire de sadomasochisme. Vous y allez dans un registre absolument impur qui est celui, Freud m'en garde, de la psychanalyse appliquée. C'est dans ce domaine qu'une théorie de l'exiguïté, ainsi que le propose François Paré, possède une signification toute particulière, bien sûr tout à fait actuelle, présente. Il ne s'agit pas, c'était le pari de mon exposé, de faire de la littérature de l'exiguïté ou encore des théories de l'exiguïté une expression conforme des littératures minoritaires, et François Paré ne se prête jamais à un tel exercice. À mon sens, une théorie de l'exiguïté permet de prendre en compte cet aspect à la fois contraint et ouvert, ample et tendu de l'acte de pensée. Artaud en fait partie au même titre que Patrice Desbiens. C'est mon partenaire, d'une certaine manière. Certes, les littératures minoritaires peuvent connaître mieux que d'autres, bien sûr, cette menace que représente un territoire incertain, encore que la notion d'exiguïté fait intervenir de manière nette l'idée d'une contention qui est mise en œuvre dans un territoire qui est rétréci à vue d'œil. On l'a vu avec Patrice Desbiens encore une fois. Et à ce sujet, François Paré tient un discours exigeant, lucide, dans la mesure où il fait, par exemple, de la littérature franco-ontarienne l'expression d'une conscience identitaire qui met en relief de manière vive toutes ces questions qui sont liées à l'exiguïté. À ce sujet, il est clair que le fait français, en situation minoritaire, tel qu'on peut l'observer dans les œuvres de Jean-Marc Dalpé, de Patrice Desbiens, avec d'autres auteurs, nourrit cette réflexion. Cette littérature met en relief, comme on a pu le voir par ailleurs dans le domaine de la littérature québécoise, cette idée que l'exiguïté, au même titre que les révolutions minuscules de la pensée chez un Deleuze et un Guattari, peuvent engendrer un subit retournement de perspective. En d'autres termes, le minoritaire peut devenir tout d'un coup le majoritaire qui ne se sait pas encore majoritaire. Et je reviens encore sur toute l'ambiguïté du discours de l'achat autour des rapports minorité-majorité. La définition de l'exiguïté peut devenir, elle aussi, si nous ne sommes pas prudents, un stéréotype. De même que la crainte de la disparition, cette obsession des communautés minoritaires, peut s'avérer un cliché sans grande rigueur. François Paré écrit au sujet de l'exiguïté de la condition du minoritaire, et je le cite, il n'est pas facile d'écrire et de vivre dans l'insularité et l'ambiguïté de nos cultures minoritaires et largement infériorisées, car les cultures infériorisées sont infériorisantes au plus profond de soi. La minorisation ne peut être vécue que dans la chair vive, ce n'est pas là du misérabilisme ou du mauvais théâtre, c'est plutôt une des conditions possibles de la création. Page 19. Cette dévaluation du soi, cette manière de se présenter sous une forme préservée et menacée, correspond bien sûr à l'énonciation d'une conscience identitaire qui se sait un accident de l'histoire, mais il faut revendiquer que cette minorisation ne saurait être la seule définition de l'exiguïté, que cette dernière correspond aussi à une manière de vivre, comme si la littérature, entachée par un mauvais sort, traduisait l'acte d'appartenir à un bas monde, à un claustrum qui doit nous obliger à penser plus loin dans un exil difficile. Merci.